Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je vous ferai le point de marché de la journée dans le Discord évidemment. Là, on va essayer de rester concis et par rapport au sujet que vous avez choisi. Alors, c'est la première fois que ça arrive, mais bon, je me doutais que ça finirait bien par arriver. Les deux parties du Discord ne sont pas forcément d'accord sur le même choix. Les Anglais auraient voulu parler de la partie technique et comment gérer un trade quand le marché ne répond pas du tout aux signaux. Je fais référence clairement à ce qui s'est passé à Wall Street les derniers trimestres, ce genre de truc, puisque bon, le reste fonctionne plutôt bien, mais tout ce qui tourne autour du dollar et du S&P, c'est donc du grand n'importe quoi. Donc ça a été de parler comment on réagit face à ces trucs-là. Donc voilà, ça c'est ce que eux auraient souhaité. Vous avez choisi de parler de la psychologie, et donc je vais vous donner mes astuces. Alors évidemment, je ne vais pas faire une émission pour chacun sur des thèmes différents, hein. Je prends à la majorité des deux réunis. Vous êtes quand même une large majorité quand même à poster en français dans le Discord. Donc c'est vous qui gagnez cette bataille et on va donc parler d'impatience et d'incertitude. Parce que bah, ça va être votre quotidien, entre guillemets. Enfin, moi aujourd'hui ça me touche plus, mais alors vraiment plus du tout, du tout. Mais ça prend du temps avant d'en arriver là. Donc je vais essayer de vous donner les astuces que j'ai eues moi au cours des années. Parce que bah, sincèrement, je ne suis pas né comme ça, hein, je suis né comme vous, c'est-à-dire impatient, stressé face à l'incertitude. Et évidemment, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai appris dans les missions psycho précédentes, c'est effectivement assez emmerdant ce type de contexte-là, puisque bah, effectivement, c'est pas très compatible avec les marchés, puisque les marchés ne sont que chaos et incertitude. Et en plus de ça, ça requiert une patience et pas une froideur, parce que bon, encore une fois, il y en a qui pensent chaque fois qu'on dit ça que la solution c'est la robotisation, mais euh, voilà, il faut garder de la distance avec les choses, et évidemment, l'impatience, ça génère des émotions qui sont tout donc sauf une prise de distance avec ce qui se produit. De même que l'incertitude, c'est le typique, voilà, le doute, le truc qui va vous faire faire n'importe quoi parce que vous étiez rentré en position, mais vous commencez à douter que peut-être le marché va aller plus bas alors que vous achetiez, ou que le marché va peut-être aller plus haut alors que vous cherchiez à vendre, et du coup, bah, vous pourriez peut-être vendre plus haut ou acheter plus bas. Euh, Bon, voilà, tout ça, encore une fois, ce sont des craintes irrationnelles qui sont liées avec les biais de débutants. Donc ces choses-là s'estompent avec le temps, évidemment. Mais on n'a jamais fini de traiter l'impatience et l'incertitude. On n'est jamais parfait à ce niveau-là, j'ai envie de dire, on est humain. Et l'humain n'est pas vraiment fait pour ce genre de truc. Mais l'humain restera, en tout cas pour mon sens, le meilleur trader du moment pour ce qui est du trading discrétionnaire et spéculatif. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous parlez de market making, oui, aujourd'hui, je pense que c'est que des robots qui font ça et plus un seul humain. Mais voilà, on parle ici de deux métiers différents, et notre métier à nous, qui est donc de dire on doit anticiper des choses sans avoir la moindre information sur ces choses, bah comment on fait? Eh ben on spécule, on n'a pas d'autre choix, et pour spéculer, il faut une méthode, et pour réussir à appliquer cette méthode, il faut réussir à lutter efficacement contre les deux biais cités, l'incertitude et la patience, enfin et l'impatience. Voilà. Donc, allez, trêve de blabla, je vais commencer direct à rentrer dans le dur parce que j'ai pas envie de me taper encore une heure d'émission. Donc celle-là, on va essayer de la faire un peu plus rapide, mais je dis ça, évidemment, je vais probablement pas réussir, mais on va quand même au moins essayer. Donc, par lequel on va commencer? L'incertitude ou l'impatience? Alors je pense l'incertitude, alors l'impatience ce sera le plus facile. Donc à la limite, voilà, on va commencer par celui-là. Alors, l'impatience, ça, c'est tout le monde. Mais il faut dire une chose, c'est que tout simplement, tout est fait pour que vous soyez impatient. C'est-à-dire, tout est fait pour que vous regardiez les graphiques, parce que c'est passionnant, parce que ça bouge en permanence, il se passe toujours quelque chose. Et pire, vous avez ce besoin naturel, quand vous commencez, de penser que plus vous regardez les graphiques, plus évidemment vous apprenez. Alors que non, les seules choses qu'il faut apprendre à faire, justement, quand on est débutant, ça, on est clair, apprendre une stratégie, c'est l'étape numéro 1. Pas d'en apprendre 15 en même temps, pas de comparer les traders, à dire ah lui j'aime bien sa stratégie, mais bon là ça fait 3 fois qu'il prend des pertes, je vais aller voir un autre trader qui prend des gains en ce moment. Puis quand l'autre trader va prendre des pertes, vous allez dire ah bon, au final non c'est pas lui non plus, je vais aller en voir un autre. Non, voilà, ça c'est la recherche sans fin du Graal qui n'existe pas. Donc tous les traders prennent des pertes. Si dès qu'on prend une perte vous vous dites que c'est la stratégie qui a un problème, non, la stratégie elle est faite pour supporter des pertes, évidemment. Donc,
Le principe est de dire, perdez pas de temps à jouer justement ce jeu dangereux je fais un peu la girouette en permanence et je passe par tous les formateurs divers et variés, plus ou moins compétents et tout ça, tout ça. Et de vous dire, voilà, je me concentre pendant un moment, je me donne 6 mois pour apprendre une stratégie, c'est à peu près ce qu'il faut, hein. Faut guère plus que ça, hein, sérieusement, voilà, normalement une stratégie, même une complexe comme la mienne, en 6 mois, si vous pigez pas, c'est qu'effectivement, il faut peut-être aller voir ailleurs. Mais 6 mois, encore une fois, ça peut vous paraître bon, rapide, vous allez dire, ça fait déjà un an et demi que je suis là, et voilà. Et que j'apprends les marchés et j'ai toujours pas appris une stratégie. Bah, c'est parce que vous n'êtes pas concentré sur l'apprentissage de la stratégie. La plupart des choses que vous faites, c'est que vous sautez les étapes. Vous vous dites, bon, j'ai appris une stratégie, mais j'ai appris la technique d'une stratégie, genre j'ai appris l'Ishimoku ou Dieu sait quelle connerie du genre, ou Elliott Wave, et voilà, et vous vous concentrez sur un cadre technique, et évidemment, derrière, vous vous dites, bon, bah, ce qui me manque, du coup, c'est la psychologie. Et vous vous dites, du coup, la technique, c'est bon, j'ai compris, il me manque la psychologie. Et c'est la plus grosse des erreurs que je vois en ce moment, et pas qu'en ce moment, hein, c'est récurrent. C'est ça, en fait, l'erreur, elle revient à dire, la psychologie, c'est pas la chose qui vous manque par rapport à la technicité. Le problème, c'est que vous n'avez même pas appris une stratégie. Vous avez appris un cadre technique. Et un cadre technique, c'est pas une stratégie. Donc il est bien important d'apprendre une stratégie, avec un grand S, et dans sa globalité. Pas juste le cadre technique qui peut supporter cette stratégie. Une fois que ça c'est fait, que vous avez compris une stratégie, que vous êtes capable de l'appliquer, pas de manière robotisée, vous commettrez encore des erreurs, mais de la comprendre, comprendre sa structure, pourquoi elle est construite de cette manière-là, quelle est la psychologie derrière cette structure, voilà, qu'est-ce que le trader recherche à tirer comme profit à partir de sa stratégie. Il faut que ce soit logique, il ne faut pas que ce soit de dire, je sais pas, mais quand j'ai découvert, quand je regardais les marchés, que quand on croisait telle et telle moyenne mobile, je gagnais de l'argent. Attends, putain, c'est pas une stratégie ça, enfin... Normalement, une stratégie, c'est le fruit de plusieurs années de travail. Putain, si tu peux justifier plusieurs années de travail en une phrase, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Normalement, une stratégie, il y a une psychologie derrière qui s'est construite avec le temps et l'expérience dans les marchés. C'est important. Encore une fois, l'expérience de votre trader qui vous apprend sa stratégie. Si le mec il a débarqué sur les marchés il y a 3 ans, c'est que c'est pas mature son truc, hein. En tout cas, il va maturer avec le temps. Et bref, donc ça, concentrez-vous sur l'apprentissage d'une stratégie d'abord, la psychologie, ça vient après. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est-à-dire qu'apprendre une stratégie, c'est apprendre des règles et apprendre à les appliquer, pas bêtement et méchamment, mais avec rigueur. Voilà, apprendre la rigueur d'une stratégie. La gestion du risque, c'est différent. C'est une étape qui vient ensuite, c'est que vous avez appris la rigueur de la stratégie, vous êtes capable de trader en limitant un petit peu donc l'incertitude, mais le biais d'incertitude sera toujours là, on va en parler après. Et vous allez travailler la gestion du risque. Ce qui supprime l'incertitude, c'est ça. Et cette étape-là, vous la sautez quasiment tous. C'est impressionnant. Parce que vous arrivez à l'apprentissage de la stratégie et vous dites, hop, allez, psychologie. Eh ben non. Et je vous ai bien dit, et c'est pour ça que j'ai mis un code couleur dans Discord et tout, avec descriptif de chaque étape qu'il faut pour passer au code couleur suivant. Et en réalité, pour passer de vert à jaune, d'accord, ce que je vous demande, c'est d'avoir pigé la gestion du risque. Ensuite, quand vous êtes jaune, vous allez viser le orange et c'est là où vous commencez à travailler la psychologie. La psychologie, ça vient après la gestion du risque. On s'attaque d'abord à la gestion du risque, juste après la compréhension d'une stratégie, en tradant. Et en tradant, et en tradant, et en tradant, et en tradant. Et c'est là que vous verrez tout simplement que il n'y a aucune certitude sur un trade, mais en fait, au bout de 100 trades, ça revient toujours plus ou moins positif. Mais ça, il faut que vous vous en rendiez compte en le pratiquant, en fait. Donc l'apprentissage de la gestion du risque ne se fait qu'avec la pratique et l'application rigoureuse d'une stratégie. Bon, quand vous prenez un gadin parce que vous avez oublié 2-3 règles, c'est pas très grave. On revient sur son cheval, on se remet en selle et on repart. Okay, c'est pour ça que ça prend du temps. Ça ne s'apprend pas en 2 semaines, la gestion du risque. Parce qu'il y a des erreurs qui vont devoir être faites, puis corrigées pour ne pas être répétées et atteindre facilement ensuite la compréhension de cette gestion du risque. Le fait que vous maîtrisez que dalle, mais la seule chose que vous maîtrisez, c'est que quand vous appliquez une stratégie, vous avez un avantage statistique. Voilà, point barre. C'est juste ça. C'est pas un énorme avantage, c'est un tout petit avantage statistique et c'est ça qui fait que, normalement, vous allez réussir à lutter contre l'incertitude. Pour la patience et l'impatience, il y a, j'ai envie de dire, une chose très simple. La première, là on fait l'introduction, et je vais rentrer dans les détails après. Là en gros, je vous résume le travail, après je vais vous donner des petits biais précis pour lutter contre ça.
D'accord? Donc l'incertitude, c'est à la phase, à la compréhension de la gestion du risque, que vous allez plus efficacement lutter contre ça. Pour l'impatience, c'est dès le début, c'est tout de suite supprimer cette idée de votre tête que plus vous regardez un graphique, plus vous apprenez. Je sais que la soif de connaissance est insupportable au début, je me rappelle de ces années-là où je bouffais mais des heures et des heures de vidéos de droite à gauche, pensant que c'était en ayant le plus d'informations que je trouverais les bonnes informations. Et tout simplement en me disant, bah, comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire j'avale du contenu et puis je trierai ensuite. Ça a été une perte de temps, parce qu'en trading, c'est pas spécialement comme ça qu'il faut faire. Et je vous parle d'expérience, je suis autodidacte, donc apprendre un truc, je suis plus efficace que la moyenne. Donc ça m'a pris quand même des années, et j'ai perdu beaucoup de temps dans ce processus en appliquant les schémas que je fais habituellement, comme je vous dis, à glaner de l'information et ensuite faire le tri. Euh, donc là, non, en fait, glaner de l'information en trading, ça sert à rien. Il vaut mieux une bonne information. Alors le problème c'est ça, c'est comment on sait qu'une information est bonne et pas bonne. Bah, moi aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que voilà, il y a beaucoup de gens qui vous fournissent des informations qui servent pas à grand chose. Il y a très peu de gens qui fournissent des contenus de qualité. Il y en a, hein, clairement il y en a. Et c'est plutôt chez ces gens-là qu'il faut aller. Ces gens-là, moi y compris, on vous balance aussi beaucoup de merde. Il y a beaucoup de ce que je vous dis qui est franchement pas inutile, mais c'est beaucoup de blabla, et c'est ça que vous devez filtrer. Mais il faut déjà chercher un contenu, euh, je ne trouve pas le mot en français, ça m'énerve, mais reliable, enfin, qui vaille la peine en français. Donc le principe, ouais, bah, malheureusement, il faut faire un jugement de valeur. Alors évidemment, le problème, c'est que quand vous débutez et que vous allez rechercher trading sur Internet, vous allez d'abord tomber sur les glands qui vont à grands coups de promo et de publicité. Donc, évidemment, c'est sûr que le contenu que vous avez en premier sous les yeux n'est pas forcément le bon. La grande question que je me pose, c'est de savoir s'il faut ou pas que vous passiez par cette étape-là. J'ai plutôt l'impression qu'au final, quoi qu'on vous dise, quoi que vous fassiez, vous finirez toujours chez ces mecs-là en premier. Donc, bah, écoutez, à bout d'un moment, j'ai envie de dire, il faut peut-être tous que vous passiez par là, passer par les glands pour voir derrière ceux qui ont un peu plus de qualité. Mais voilà. Ensuite, donc, une fois que vous avez compris ce truc-là, c'est tout de suite de arrêter de regarder vos graphiques et utiliser des alertes. C'est-à-dire que quand vous aurez compris que l'apprentissage d'une stratégie vise avant tout à filtrer les prix, c'est-à-dire à supprimer tout le bruit, d'où l'incertitude est totale, d'accord? En fait, dans la gestion du risque, la stratégie, donc qui est en fait, la stratégie, c'est le cadre qui permet de mettre en place une gestion du risque. Ce cadre, il n'a pour objectif qu'une seule chose, d'accord? Supprimer tous les prix qui relèvent du chaos. D'accord? Entre guillemets, les prix, la plupart du temps, n'ont aucun intérêt. Je vais faire simple. Alors, je vais même vous donner le schéma derrière ma stratégie, mais bon, c'est globalement ce que toutes les stratégies recherchent. En tout cas, pour ma part, les stratégies techniques, c'est ce qu'elles recherchent le plus. Donc c'est ce bon vieux schéma, hein, de la courbe de la répartition normale, c'est-à-dire une courbe gaussienne. Okay, qui revient à dire que normalement, à la médiane de la courbe, ici, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'occurrences. Okay, vous prenez simplement, hein, comme d'hab, un axe X et Y, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord, hop, merde. Et hop. Ok, putain, je vais y arriver. Voilà. Ok, donc de vous dire la répartition gaussienne, ok, avec donc entre guillemets ce qu'on considère comme la moyenne, d'accord. Et en réalité, en trading, ce qu'on va rechercher à faire, c'est supprimer tout ça, d'accord. Alors il y a beaucoup de gens dont les stratégies consistent à travailler ça. Moi, je vous dis, si vous voulez apprendre à spéculer, il faut justement supprimer ces trucs-là. Ce qui vous intéresse, ce sont les portions de prix rares, d'accord, pas les événements ici classiques, qui sont donc proches des moyennes de prix, etc., tout ça, puisque tout simplement, ces prix sont liés au chaos. Le prix sur une moyenne, il va s'en décaler. L'objectif du marché, il faut bien comprendre que c'est de bouger. Le marché ne supporte pas de stagner. Donc, le range, et donc le travail d'une moyenne mobile, ne se fait jamais avec, je sais pas, voilà, la moyenne mobile qui fait ça, et les prix qui font ça. Voilà. Les prix ne font jamais ça. Les prix font toujours ça. D'accord ? Les prix oscillent autour de la moyenne, compriment, font des impulsions, voilà. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que l'équilibre en trading n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui vont axer leur stratégie là-dessus. Généralement, ces gens-là n'ont rien compris à la gestion du risque. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Le marché aime le déséquilibre. Donc, le marché aime bouger.
Et en fait, les moments où c'est important, c'est quand on s'écarte des modèles. D'accord? Considérez en gros que le prix, la plupart du temps, il est proche d'une moyenne. D'accord? Et c'est quand il s'en écarte suffisamment qu'il va générer un intérêt spéculatif. Ok? Donc on ne traite pas la moyenne, ou alors très rarement la moyenne, ou au sein d'une tendance, quand il y a un mouvement fort. Mais on trade toujours à l'écart à la moyenne. Maintenant, si vous prenez donc la répartition gaussienne de ces prix par rapport à leur moyenne, d'accord, ben, la plupart du temps, vous êtes proche d'eux. Évidemment, plus on s'éloigne de la moyenne, plus les prix sont retirés vers cette moyenne. La pure répartition en loi normale est la courbe de Gauss. Ok? Donc à partir de là, il faut comprendre que du coup, le but de la stratégie, c'est de supprimer tout ça, puisque ça, c'est le chaos. Quand vous êtes ici, les prix vont tendre à revenir vers là, mais vous n'en savez rien, en fait, quand vous êtes là. D'accord? Voilà, je vais essayer de vous faire comprendre ça d'une manière schématique. D'accord? C'est de dire quand vous êtes là, voilà. Admettons, vous êtes ici. Les probabilités sont donc de dire, bon, bah, il y a la possibilité d'aller jusque-là, d'accord? Ça fait à peu près, on va dire, 60%. Mais ça peut aller aussi jusque-là. Il faut être conscient que si ça va là et vous êtes en train d'acheter, ici vous êtes sur des occurrences tellement rares que c'est moins 20% alors que vous êtes en train d'acheter. Au premier mieux, vous faites dégommer, quoi. Donc le principe est de dire il faut trouver là-dedans une gestion avec un ratio risque-rendement qui soit intéressant. Il faut en fait tout simplement limiter au maximum le risque de se faire dégommer et essayer de maximiser la prise de profit. En fait, sur ce trade, plus vous essayez de pousser ça là, plus tout simplement vous mettez une target lointaine. Plus vous allez chercher des occurrences rares, que le marché évidemment ne cote pas souvent, pour essayer de récupérer vos profits. Évidemment, plus vous tirez loin de la courbe de Gauss, plus les profits sont colossaux. Mais voilà, le principe est de dire, c'est un ratio risque-rendement. Vous pouvez mettre le curseur là et vous dire, ouais, c'est super, mais vos trades vont réussir 1% du temps. Bon, certes, quand ça réussit, vous prenez un max, mais si vous perdez 99% du temps, c'est quand même un peu compliqué d'arriver à rendre cette stratégie rentable. Donc le principe est de bien placer ces curseurs, mais en réalité, si vous vous focalisez sur celui-là, bah vous avez probablement rien compris au trading. Le trading, c'est avant tout déjà de faire ce curseur-là intelligemment. C'est en apprenant à perdre le moins possible en trading qu'on est le plus profitable. C'est-à-dire que c'est en travaillant ses pertes qu'on devient un bon trader et pas en travaillant ses gains. Alors il faut travailler ses gains aussi, évidemment, mais dans une seconde étape. Pour les traders en apprentissage, la première des choses à faire, c'est apprendre à bien placer ce curseur. Ce qui fait que quand vous êtes ici, mais le marché, il n'a aucun problème à venir juste vous péter le stop et après repartir. Aucun souci. Il est dans sa répartition normale des prix. Donc en fait, si vous tradez sans filtrage, que vous tradez ou alors avec un filtrage très peu précis, bah évidemment, voilà, ce que vous allez obtenir, c'est que bah, si vous avez un peu de chance, votre stop loss ne va pas être tapé. Si vous n'avez pas de chance, il va être tapé, mais les probabilités, vous ne les avez pas vraiment mises de votre côté. Alors que si vous tradez un petit peu moins proche de la loi normale, plus proche de ce qu'on appelle les écarts types, okay, là on a des choses un petit peu plus intéressantes qui se mettent en place, puisque ici tout simplement vous pouvez placer votre stop loss dans ce que moi j'appelle la zone spéculative. C'est-à-dire qu'on a atteint des zones de prix où normalement ici une réaction et un travail de prix va se mettre en place pour revenir travailler la normale, la médiane. Et là, en fait, vous commencez à piger ce qu'elle vise à faire, ma stratégie. Elle est très agressive, évidemment, hein, et elle vise à vous écarter le plus possible d'un trading de moyenne mobile, d'un trading moyen, d'un trading de prix de merde. Mais de trader des prix intéressants où vous allez pouvoir placer votre stop loss dans une zone où les prix vont très rarement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas y aller. Ils peuvent tout à fait y aller. Encore une fois, chaque trade est indépendant, mais il y a cette normalisation statistique du trading qui fait que la plupart du temps, on va revenir taper vers ces prix-là. Maintenant, est-ce que ça ne va pas continuer en ligne droite vers des occurrences statistiques relativement rares? Ça peut sans aucun problème le faire. La question étant de savoir quel est le niveau de risque que vous percevez du marché. D'accord? Percevoir, c'est chiant parce que ça veut dire c'est subjectif. Donc moi, c'est ça que j'ai capté, c'est que pour apprendre aux gens à trader, et moi, pour ma part aussi, pour arriver à lutter contre l'incertitude, j'avais besoin de déléguer une partie du processus décisionnel à un truc qui n'avait pas de biais de trading, pour supprimer en fait le biais de trading personnel. Alors, pas le supprimer, il est important, mais en tout cas, faire en sorte que je ne sois pas en train de faire carrément l'inverse de ce que les autres pourraient faire à ce moment-là. Okay? Limiter le risque. Donc le principe est de dire, bah, comme j'ai dit, il y a un code couleur, il y a un machin, il y a toute une règle de stratégie pour définir ces nuances de gris et pour dire, bon, le risque, il est plutôt faible, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de mettre un gros stop, ou le risque est fort, je vais mettre un stop relativement large et je vais me protéger contre seulement quelques probabilités que le marché aille faire ce truc-là, avec évidemment toujours plus de chances que le marché tape derrière. Enfin,
Voilà, imaginez-vous le truc comme un nuage de points, d'accord? C'est de dire, en réalité, alors je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Est-ce que je peux peut-être utiliser ça? Ce sera mieux. Voilà. Imaginez-vous que ce truc-là est un nuage de points, hein, d'accord? Donc ça tape un peu là, et vous avez évidemment tout un tas de points ici, et plus vous allez vers la moyenne, d'accord? Voilà. Donc le principe, c'est de dire ça, voilà, c'est une répartition comme ça, tout simplement, et de dire, voilà, vous avez effectivement que quelques prix qui arrivent à faire moins 10% en ligne droite. Et évidemment, bah, si vous étiez à l'achat, bah, si vous n'avez pas mis un stop de plus de 10%, au revoir, merci, bye bye. D'accord? Donc le principe, c'est de comprendre cette répartition gaussienne. Ça ne veut rien dire, parce que chaque point, entre guillemets, est unique. Vous pouvez très bien taper là et taper là la fois suivante. Mais là où il y a le plus de chances que ça tape, c'est toujours là, ici. Donc le principe est de dire, qu'est-ce qu'on fait quand les prix tapent la loi normale, la moyenne? C'est là qu'on fait sa gestion du risque. Voilà. Pourquoi je vous fais gérer le risque à 50% des canaux de tendance, de canaux de contexte et des trucs comme ça? C'est juste ça que je vous fais faire, d'accord? Je vous fais travailler des zones de prix relativement rares, d'accord? C'est pour ça que la plupart du temps, je vous dis 80% des prix ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas intéressants, ils sont là. Ces prix-là, vous vous en foutez complètement parce que vous ne savez pas du tout où va taper le prochain point. En étant ici, vous savez que le marché aime le déséquilibre, donc il va tendre à aller chercher ces zones-là de temps en temps, mais quand vous êtes là, vous en avez quelque idée de quel côté ça va aller? Aucune. Par contre, quand vous êtes là, oui, ça peut aller un peu plus loin, ça peut toujours aller plus loin, mais ça a beaucoup plus de chances au bout d'un moment de revenir en loi normale. Ok? Donc ça, c'est pour vous faire comprendre le but de la stratégie. Ça, c'est la seule chose qui me permet, moi, personnellement, de lutter contre l'incertitude. Et je peux vous dire quand même d'expérience, j'ai regardé et étudié d'autres traders, parce qu'avant de vous former, je ne me suis pas dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé la formule miracle, je vais leur apprendre et je vais tous en faire des gagnants. Non, j'ai regardé comment travailler aussi les autres formateurs, comment travailler les autres traders, même ceux qui ne proposent pas de formation, hein, pour bien vérifier en fait tous ces schémas-là. Moi, il faut bien comprendre que c'est comme ça que j'apprends. En autodidacte, je vais toujours me confronter à un truc que je ne comprends pas. Et je vais chercher à le comprendre. Donc évidemment, comme vous comprenez, marché, j'ai passé du temps à essayer de comprendre ce truc. Évidemment, sans aucun résultat, puisque je vous ai dit aujourd'hui, là où vous perdrez le plus de temps, c'est à essayer de comprendre les logiques de marché. Enfin, essayer de comprendre comment fonctionne le marché. Alors que ce qui est important, c'est de comprendre comment fonctionne la gestion du risque dans le marché financier. Comprendre comment travaille la smart money pour essayer de faire ce qu'elle fait. Maintenant, vous ne savez jamais ce qu'elle va faire. Vous ne pouvez que spéculer et de dire, voilà, la gestion du risque, ça se passe comme ça. Ici, il y a probablement des gens qui, comme moi, vont essayer de ramener les prix vers la normale. C'est simplement ça qu'on fait. C'est juste de dire, à ce stade-là, à ce niveau de risque-là, il y a beaucoup de chances qu'on revienne chercher la normale. Le marché peut très bien continuer un peu plus loin dans l'irrationalité, aucun problème, ça arrive. Et bien dans ce cas-là, vous prenez votre perte et puis vous passez à autre chose. C'est pas très très grave. Voilà. C'est une erreur statistique. Mais normalement, statistiquement parlant, plus vous allez chercher des écarts types intéressants, plus vous avez de chances de maximiser le rendement sur la moyenne avec un stop toujours plus court. Mais évidemment, si vous attendez de trader ici, là, vous allez trader 1%, même pas 1% des prix, et là ça va être dur, quoi. C'est de dire vous avez intérêt à vous accrocher parce que si vous ratez le trade, derrière vous n'en avez pas d'autres avant un bon moment, quoi. Donc trop de précision, trop de filtrage, c'est pas intéressant. Pas assez, c'est pas assez intéressant évidemment puisque ça gère pas suffisamment le risque. Donc lutter contre l'incertitude, c'est apprendre à supprimer les prix et apprendre à comprendre que effectivement plus vous tradez, plus vous capterez que le marché a de sens, a tendance à revenir ici. C'est une tendance qui ne s'apprécie que lorsqu'on a jeté les dés une centaine de fois. Parce que si vous commencez votre série, en gros, si vous commencez à analyser une stratégie et qu'à ce moment-là, vous ne savez pas trop pourquoi, mais le marché a décidé d'être volatile, et il va taper que comme ça, là. Voilà, il fait que comme ça. Ok, c'est bien, ça peut faire ça pendant 10, 15, 20 séries. Derrière, quoi qu'il arrive, on va revenir sur la répartition normale, ce qui fait que on va trader des ranges, on va digérer, et cette volate va se calmer. Ok ? La distribution normale, évidemment, elle n'est pas la même pour tous les marchés. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des marchés qui ont des distributions plus courtes. Je vais vous expliquer un peu. Entre guillemets, voilà, c'est la gestion de l'écart type et la loi gaussienne, enfin le classique quoi, de la gestion du risque. Vous avez des marchés qui vont trader comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont avoir effectivement un certain nombre d'occurrences rares et une courbe comme ça avec une gestion du risque beaucoup plus faible. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des actifs beaucoup plus volatiles, type Bitcoin. Donc là, le truc, c'est que sur Bitcoin, évidemment, il va falloir aller traiter des prix assez importants, assez larges, puisque
le retour à la moyenne peut très bien se faire très peu. D'accord? C'est de dire, je vais essayer de vous expliquer, c'est de dire que là, vous allez avoir effectivement des occurrences ici, mais vous allez en avoir beaucoup là aussi. Donc du coup, si vous cherchez toujours à maximiser le rendement et que vous vous dites, je rentre en position ici, je mets mon stop loss là et je vise ça, et ben, il y a aussi beaucoup de cas de marché où le marché va venir tac, 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 ici, ici, hop, il va s'arrêter là et il va vous péter le stop derrière. Il va rater votre TP, vous allez mettre le stop à BE et vous allez vous faire chasser le BE derrière. Le grand classique, hein, le marché le marché travaille la zone spéculative, d'accord? Ça fait des allers-retours, ok, blablabla, blablabla, paf, ça vient là, validation du trade, vous mettez le stop à BE et derrière, bam, il repart dans l'autre sens juste parce qu'il y a de la volatilité, il vous dégomme et derrière, il peut très bien venir chercher le point 3. Hein, voilà. Imaginez-vous ça, voilà, le marché fait des allers-retours là-dedans. Il vient là-dedans la plupart du temps, mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne repassera pas faire un petit tour, chercher votre stop loss avant. Ok? Donc ça, évidemment, c'est le plus emmerdant, c'est là où l'incertitude est dominante. Comment on domine l'incertitude? On domine rien du tout en réalité, les gars. La seule chose qu'on fait, c'est limiter au maximum les risques de se faire dégommer. Apprenez à bien placer vos stop loss, évidemment, plus vous tradez aux bornes de ces structures-là, sur des occurrences rares, plus évidemment vous gérez le risque. Donc les stratégies à la moyenne et compagnie, tout ça c'est de la daube. Ça ne sert à rien. Ces mecs-là tradent là-dedans. Ils tradent en plein milieu de là où moi je récupère mes gains. Donc évidemment, eux, ils gèrent pas le risque, mais ils ont intérêt à avoir un sacré flair. Et qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre quand on débute et qu'on apprend une stratégie? Le flair, vous n'en avez aucun. Vous êtes mauvais à trader ce que vous pensez. Donc il faut tout sauf ça. Il faut apprendre une stratégie, il faut vous faire pénitence et il faut apprendre la gestion du risque. Le flair de trader, et alors certes, il y a des gens qui ont un flair absolument impressionnant, mais encore une fois, je ne suis pas derrière leur compte pour vérifier tout ça, donc voilà, moi je dis juste une seule chose, je sais juste pour réalité qu'il y a quand même majorité de perdants dans les marchés et que avant de réussir à gagner, tous ceux qui réussissent avec de l'expérience et que personne n'a de flair. Alors il y a des gens peut-être qui l'ont, mais comme je dis, j'aimerais bien voir les comptes pour vérifier les choses. Voilà. Donc pour l'incertitude, est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Donc comprendre que la seule chose qui vous permet de lutter contre l'incertitude, c'est ça, c'est de comprendre que plus vous tradez, moins vous gérez le risque. D'accord? Enfin, sur le même actif, plus vous tradez, moins vous filtrez les prix, enfin, moins le filtrage est précis, donc moins vous gérez les risques, donc en réalité, moins vous tradez. Donc, plus vous regardez les prix, plus vous allez en voir envie de regarder des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc, pour apprendre à gérer l'incertitude, ça se gère de pair avec l'impatience. Parce que, à la base, les processus que vous allez devoir mettre en place pour gérer à la fois l'un et l'autre, et surtout les deux en même temps, c'est les alertes. C'est de comprendre que regarder les graphiques ne sert à rien, que regarder les graphiques sur les zones de prix qui ont un intérêt, par contre, ça sert à quelque chose. Je vais prendre un exemple typique. On va se servir du Bitcoin là pour l'instant. Voilà, où se trouvent là les prix intéressants. Okay, donc, imaginez-vous que moi, c'est comme ça que je vois les marchés. Hein, la plupart du temps, donc on est dans ma courbe gaussienne et la plupart du temps on est en train de taper au milieu, bref on tape dans la zone dont je n'ai strictement rien à foutre. Donc est-ce que je regarde les prix? Ben non, par contre je me dis ok, si ce mouvement se poursuit, jusqu'où il peut aller pour arriver dans une zone qui va générer éventuellement un intérêt statistique. D'accord? Je ne parle pas de dire je sais que les prix vont se retourner ou quoi que ce soit. Quelle est la zone dans laquelle j'atteins la zone de confort dans laquelle je trade au sein de ma structure gaussienne. D'accord? Moi, je vois vraiment comme ça. Donc, 95% du temps, allez, 90% du temps, je regarde les prix et ils ne m'intéressent pas à l'instant T. Mais je me dis, ils pourraient m'intéresser s'ils se déplacent juste encore un petit peu vers la zone de prix qui me branche. Et puis, s'ils ne le font pas, c'est pas très grave. Voilà. Mais toujours pareil, l'attente de la zone dans laquelle on peut appliquer sa stratégie. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui va chercher les extrêmes de la courbe gaussienne et tout sauf le trading de moyenne de prix et trucs du genre. Allez, par exemple, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Admettons, donc Bitcoin, elles sont où les zones de prix qui étaient intéressantes à trader? Hein, bon ben voilà, je vous apprends à faire votre filtrage, donc toujours pareil, vous contextualisez vos marchés. Bon là, on est bien d'accord que c'était quand même un peu costaud ici, mais bon, très difficile à trouver ce sommet. Hein. Moi je ne l'ai pas eu pour vous dire. Donc le sommet non, mais boum, le gros effondrement spéculatif, donc derrière, choper le trade ici. Oui, bon, c'était un pullback parce que ça c'était un peu difficile à choper, même si rappelez-vous, ici on avait une grosse zone de volume, on l'avait identifiée, je vous avais dit que cette zone elle était intéressante, je ne l'ai juste pas tradé parce que je m'étais fait péter les stops juste avant
vers la zone des 11 008. Donc j'avais décidé d'attendre un jour de plus. Bon ben voilà, avec l'erreur de timing, j'ai raté le merdier. Mais cette zone, on l'avait vue, hein, donc ça c'était une zone spéculative. Donc là, il y avait une zone dans laquelle on pouvait trader, j'ai juste choisi de ne pas me positionner dedans. Je me suis positionné en pullback, ok, pas de souci. Ensuite, l'objectif, c'était de dire, bon, bah là, on est sous les contextes de support, il y a bien un truc à faire. J'ai choisi comme un gland ici d'ignorer la gestion du risque. Ah non, ici, j'ai pris mon TP, je suis con. Donc ici, TP a été pris, je cherche à revendre ici, mais là, ça s'est fait sur l'UT inférieur. Parce qu'ici, on débordait les contextes, mais en 15 minutes. Ok, là, il y a cette zone-là que, comme un gland, je vous dis, c'est là où j'ai commis une erreur débile de choisir de ne pas trader cet exit. Mais c'était tellement con. Enfin, ici, j'aurais dû prendre mes profits et revendre tranquillou en sachant qu'on aura des retracements assez importants. D'accord. Cette zone-là, elle était intéressante, mais au final, elle n'a pas vraiment produit grand-chose. Mais là, c'était une zone intéressante. Tout ça, c'était clairement une zone intéressante. Et en fait, tous ces trucs-là, sur différents time frames, on pouvait retrouver tous ces prix pour un intérêt spéculatif. Et ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. C'est de dire, ces stratégies-là, elles visent à dire, en réalité, d'accord, tout ça là, ça sert à rien. Tout ça aussi, ça sert à que dalle. Voilà, donc tous ces prix-là, ce sont des prix qui, pour moi, ne génèrent aucun intérêt spéculatif. Ils ne sont pas dans ma zone de confort dans laquelle je peux gérer mon risque. Et donc, limiter l'incertitude. Ça ne veut pas dire que je comprends ni que j'ai la certitude que quelque chose va se passer. Ça veut juste dire... Ici, pour moi, le niveau d'incertitude est supportable à condition que j'ai des signaux qui me permettent de bien gérer mon risque jusqu'au dernier moment. Et à partir de là, moi je vous dis, la théorie du chaos, j'ai compris qu'il ne fallait pas lutter contre ça, ça ne sert à rien. Vous ne savez pas où va se trouver le prochain point, vous savez juste que si vous attendez de trader aux bornes et que vous tradez à l'inverse des bornes et que vous savez bien placer vos stop-loss, bah normalement, voilà, les quelques occurrences où les prix vont aller taper derrière, rappelez-vous votre courbe, hein, d'accord, une courbe gaussienne, voilà. Bon là je la fais un peu dégueulasse, mais c'est de dire, voilà, vous rentrez là, ok, vous rentrez ici, à l'achat. Votre objectif, c'est que les prix reviennent taper les moyennes, d'accord, enfin reviennent chercher des zones de prix plus classiques, d'accord, des zones de prix plus normales. Évidemment, si ça va ici et derrière, vous êtes prêt à accepter une certaine marge d'erreur, mais c'est ça qu'on appelle la gestion du risque. Définir cette marge d'erreur. Mais si à la base, vous ne commencez pas par attendre ça, ben vous ne gérez même pas les risques. Donc la stratégie, c'est la base de la gestion du risque. La gestion du risque derrière, la précision du métier et l'expérience que vous apprendrez à faire, vous apprendrez à affiner ça, c'est à percevoir les niveaux de risque de manière précise pour être très précis sur la gestion du risque et le placement des stop-loss, de même que le placement de vos targets. En fait, moi je vous donne des règles à la base à suivre parce qu'elles fonctionnent bien, mais vous apprendrez à être très précis après et beaucoup plus précis avec le temps. Ça, évidemment, vous ne mettez pas la pression, le temps fait bien les choses, et si vous essayez d'aller trop vite, encore une fois, c'est pas bon. Donc rappelez-vous les étapes, stratégie, gestion du risque, apprendre la précision, après on apprend la psychologie. Apprendre à gérer les marchés psychologiques et ces trucs-là. Mais en fait, si vous considérez que lutter contre l'incertitude et lutter contre l'impatience, c'est à cause que vous résoudrez ces problèmes en travaillant sur votre psychologie. En fait, non. Vous résoudrez ces problèmes en travaillant sur les étapes principales de la formation en trading, qui sont apprendre une putain de stratégie, apprendre à la respecter et apprendre ensuite la gestion du risque. Ces deux biais-là, qui sont des biais psychologiques, vous ne les travaillez pas en travaillant la psychologie. Vous les travaillez en apprenant une putain de stratégie et la gestion du risque. Et ça, c'est très important. Donc, allez, maintenant, on termine. On est à la moitié. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, arrêtez de dire « j'ai besoin de travailler ma psychologie ». Non, ce que vous avez besoin de travailler, c'est une putain de stratégie et apprendre à gérer le risque précisément. Et c'est comme ça que vous apprendrez à supprimer l'incertitude et l'impatience. Donc, maintenant, activement parlant. D'accord ? Comment on fait ça ? Moi, j'ai pris un choix, un biais personnel. Alors, c'est discutable, évidemment, et il y en a qui ne seront pas d'accord, mais il n'y a pas de souci, je respecte les avis de tout le monde. Donc, le principe est de dire, moi, la solution que j'ai trouvée la plus... Alors, je dis la plus simple, mais ce n'est pas non plus simple, hein, ça m'a quand même pris 4 ans de boulot. C'était de mettre en place une semi-automatisation. Donc, de dire, pour filtrer ces prix, il me faut des outils. Voilà.
parce que le marché peut bouger plus ou moins vite, et évidemment, quand on est dans ces occurrences intéressantes, les prix restent généralement pas forcément trop longtemps. Donc il ne faut pas trop traîner non plus. Et c'est de dire, voilà, donc il me faut un truc qui puisse me permettre d'être plus efficace, à la fois pour repérer ces prix, mais surtout pour ne pas les rater. Parce que effectivement, des opportunités, il y en a des millions dans le marché. Hein, je vous dis, à l'instant présent, là, il y a forcément un actif qui est dans une zone spéculative, c'est sûr. Mais est-ce que je vais réussir à le trouver? C'est ça qui est compliqué. Donc c'est ce sur quoi je travaille pour le futur, des screeners utilisant mes propres filtres pour me dire, voilà, en gros, je me lève le matin et je regarde un algo qui a préfiltré pour moi la plupart des actifs. Et derrière, j'ai qu'à venir et vérifier ces informations. On vérifie toujours un algo, c'est important, il faut bien le comprendre. L'algo ne vous donne jamais une information fiable. L'algo pré-mâche le boulot, c'est à vous de venir vérifier les règles toujours. Donc encore une fois, si vous vous dites stratégie automatique, ouais, c'est super, mais si tu as codé un robot et que tu ne comprends même pas quelle est la stratégie derrière, non, ça ne fonctionne pas. Le robot fait inévitablement des erreurs et il faut apprendre la stratégie d'abord avant de l'utiliser de manière semi-automatisée pour pouvoir réviser toutes les informations qui vous sont données avant de passer à l'action. Donc les alertes et la semi-automatisation, c'est clairement la base. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'était arriver à faire comprendre ma stratégie et mes méthodes de filtrage à un putain d'ordi, pour qu'il soit capable de vérifier déjà d'une part que je ne me plante pas, parce que les règles que je lui donne sont des approximations de ce que je fais de manière automatique. Comme je vous dis, à ce stade-là, j'ai clairement un sixième sens de trader et je peux me démerder et quand je vois les prix, je sais tout de suite si on est sur une zone intéressante ou non. Mais là, c'est bien parce qu'il y a un outil qui le revérifie pour moi et qui le revérifie avec les règles que je lui ai données, que je lui ai inculquées. Je lui ai appris à essayer de voir le marché à peu près comme moi, à peu près, hein, parce que c'est très difficile de faire comprendre quelque chose de subjectif comme un sixième sens à un robot. Hein. Donc moi, j'ai essayé de rendre ça rationnel pour un langage mathématique et informatique, et jusque-là, le résultat est pas trop mal. Après, ça m'a quand même pris 4 ans de développement, d'optimisation, de merdier, de bidule, pour lui faire comprendre ce que je faisais déjà il y a 4 ans. Alors évidemment, ça m'a permis aussi de structurer un peu plus ma stratégie perso. Mais donc, le principe, c'est que l'incertitude, l'impatience, c'est activement comme ça que vous luttez. Des alertes, des alertes, des alertes, des alertes, des alertes. C'est de dire, si vous regardez le graphique et que la première des choses que vous faites, c'est regarder la forme de la bougie en cours ou de la bougie précédente ou un truc comme ça, oh là là, mon Dieu, vous êtes mal barré. Donc le premier truc qu'il y a à faire, c'est regarder dans l'ensemble, d'accord? Et de se dire, est-ce que par rapport à l'ensemble, vous pensez que ce prix-là, il est intéressant? Voilà. Donc on va faire simple. Vous pensez sincèrement que ça, c'est intéressant comme prix? Non, ça ne l'est pas. Pardon, c'est peut-être intéressant sur un autre time frame, mais en tout cas sur le time frame horaire, ça n'a aucun intérêt. Zéro, nada, que dalle. Alors on trade proche d'une target, donc c'est quand même pas non plus inintéressant. On commence à avoir des signaux proches de cette target, mais est-ce que vous avez des réactions de prix? Niet, rien du tout. Donc qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous dites, ok, le marché est probablement en train de travailler des ordres, mais on va probablement continuer et aller plus bas. Ok? Vraiment important de bien comprendre ça. Donc là, voilà, le principal est donc de vous dire, ok, cet actif-là aujourd'hui, dans ma loi gaussienne, ok, à votre avis, il en est où? D'accord? Oh putain, je fais vraiment n'importe quoi sur le tracé, mais bon, on va refaire un truc un peu mieux. Voilà, ok, donc sur ma loi normale, il est où à votre avis le prix là aujourd'hui? Là, ici, on est là, quoi. Voilà, on se dirige vers une zone qui va éventuellement être intéressante, mais on n'y est clairement pas encore. Il reste pas mal de chemin à faire. Donc, moi, le principe, c'est de savoir ce point-là, il va se déplacer dans le temps, hein, d'accord? Il va se déplacer, et ce qui m'importe, c'est de dire, voilà, est-ce qu'il va plutôt tendre à venir vers là? Ok? Et dans ce cas-là, à quel niveau ça m'intéresse? Ok? Donc là, je remets ma loi normale, d'accord? C'est de dire, moi, ça m'intéresse là. Et là, tout ce qui se passe là-dedans, que dalle. Ici, c'est là où je fais mes gestions du risque, mes premiers TP, ok, et je vise la borne opposée, toujours pareil. Donc, entre guillemets, ce serait de dire, si je vends là, enfin, si ça, c'est la vente, je fais TP1 ici, et je vais essayer de viser mon TP2 là, d'accord, voire carrément un TP3, la borne opposée assez volatile. Pas impossible, ça m'arrive des fois, bon, c'est quand même rare. Ok, donc le principe est de dire, ok, si on vient là et qu'on repart, tant pis, on n'a pas déclenché mes alertes, j'ai peut-être raté une opportunité. Soit. Est-ce que c'est grave? Non. Moi, c'est de dire, voilà, ce point, il est là, je veux une chose, c'est qu'il franchisse cette limite. Voilà, franchisse la limite. Waouh! Moi, il faut que vous vous dites, faut que vous compreniez que je fonctionne de manière méthodique. Donc, ce truc, c'est que je regarde un marché, je sais à partir de quel prix il m'intéresse, tant qu'il n'a pas atteint ce prix-là, je ne le traite pas.
ça amène des choses positives, ça évite de faire de trader des trucs de merde qui ne respectent pas tout à fait la stratégie, voilà. Par contre, ça crée des erreurs. Regardez par exemple le WTI. J'ai mis 3 alertes, elles ont toutes été frôlées à 0,1% près, non déclenchées. Du coup, je n'ai pas regardé les signaux techniques, je n'ai pas regardé les zones de prix alors qu'elles étaient intéressantes et tout ce qu'il fallait. On était derrière là, mais comme j'avais mis une alerte et qu'elle n'a juste pas été déclenchée, j'ai pas vu, j'ai pas tradé. Voilà. Donc l'alerte, c'est bien. Ça va vous aider à filtrer les prix, ça va vous faire rater des opportunités. Mais si vous imaginez une seule seconde que rater une opportunité, c'est grave, je vous le dis encore et je vous le répète tout le temps, on s'en fout. Vous ratez des opportunités tout le temps. Donc ça, il faut apprendre à laisser tomber cette idée-là. D'accord? Rater des opportunités, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas entraver les règles. Si cette fois-là, en gros, le point 9 est arrivé là, il a à peine dépassé, mais vous ne l'avez pas vu, ça n'a pas déclenché votre alerte, et derrière, pire que ça, le trade fait ça, d'accord? WTI, hein, le truc typique, c'est-à-dire qu'il vient là et il s'arrache derrière, et je suis dégoûté, quoi. Être dégoûté, c'est normal, mais tout de suite, vous devez revenir à une gestion rationnelle de l'émotion, d'accord, qui est de dire, attends, voilà, il y a vraiment besoin d'être dégoûté pour juste un trade sur le WTI, genre, est-ce que tu as besoin d'acheter des barils de pétrole ou de les vendre? Non, non, ta vie, elle tourne pas autour du WTI, donc qu'on soit bien d'accord, en réalité, tu t'en branles. Tu viens de rater un trade, c'est pas très grave. Ça fait chier sur le coup, mais normalement, cette émotion, elle doit très rapidement être rationalisée, puis, hop, on la dégage, elle sert à rien. Donc, le principe est de dire, la règle, c'est vraiment de dire, on est là, je me fiche de savoir où est le prochain point, hein, et le marché peut très bien faire des allers-retours comme ça, hein, voilà, tac, 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 avant d'arriver, venir chercher votre zone, ok. Et derrière, comme je dis, il peut continuer un peu, il peut faire ce qu'il veut, vous ne savez pas où va être le prochain point. Ce qui est important, c'est déjà d'attendre d'être là. De dire, une fois qu'on est là, j'ai quoi comme genre de signaux? Bon, c'est juste de la survente ou c'est du surachat. Voilà, je vais placer un stop plus ou moins large. Je vais autoriser les prix à faire mumuse plus loin, dans une certaine mesure. Et tant qu'on n'est pas ici, c'est la black box. C'est de dire, il n'y a rien à faire, tant qu'on n'a pas retesté au moins le canal de tendance, je fais que dalle. Quand on est à 50% ici, là, il y a une gestion du risque possible, et sinon, évidemment, je vais essayer de taper le contexte opposé. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça, c'est de dire, voilà, la distribution, comment on gère le risque, quelle est la chose qui permet de comprendre comment fonctionne la gestion du risque, c'est ça, c'est la loi normale. Alors, on est bien d'accord, une loi normale, ça ne fait pas que vous comprenez quoi que ce soit à ce qu'est le marché, vous comprenez juste comment les opérateurs de marché fonctionnent. Ils fonctionnent tous sur ces modèles gaussiens. Je n'ai pas dit que ces modèles gaussiens étaient parfaits, encore une fois, ils ne le sont pas, et ils sont même responsables de la plupart des crises financières, mais qu'on soit bien d'accord, ces modèles-là sont le modèle actuel selon lequel la finance spéculative fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites aujourd'hui de la finance spéculative, donc vous jouez avec les règles. C'est aussi simple que ça. Si vous n'apprenez pas les règles du marché et que vous n'êtes pas capable de les répliquer vous-même, bah, tout simplement vous tradez, je ne sais pas trop comment, ni je ne sais pas trop ce que vous faites, mais en tout cas ça ne s'appelle pas de la spéculation. Voilà. Donc le principe est de tirer parti de ces courbes gaussiennes, de comprendre donc que plus vous regardez les prix, plus vous allez avoir envie et vous allez trouver des raisons qui vont justifier le fait que ces prix sont intéressants, alors qu'en réalité ils ne le sont probablement pas. Comprenez bien que les time frames sont très importants, d'accord? On peut réaliser des trades à tout instant en réalité sur un marché, mais sur des time frames différents. Donc bien cadrer le time frame de votre marché, ça se fait avec framework ou avec d'autres outils, hein, encore une fois on s'en fout. Mais par exemple, un trade qui n'est pas intéressant, enfin une zone de prix qui n'est pas intéressante à l'instant T peut très bien être intéressante à ce même instant T, mais sur un time frame inférieur. Voilà. Là, par exemple, ici, ça, est-ce qu'on traite ça en 1 heure? Non, clairement pas. Là, les signaux, vous allez les chercher en 15 minutes. Vous savez qu'il y a une target horaire, donc c'est bien, c'est intéressant, c'est un signal à prendre en compte. Mais la seule chose, c'est qu'ici, vous tradez en 15 minutes, toujours dans un contexte. Et là, est-ce que vous voyez des signaux? C'est un peu divergent, mais c'est tout, quoi. Voilà, entre guillemets, pour l'instant, ça retrace. On va voir si ça arrive à taper sur le canal de tendance, mais pour l'instant, c'est juste bear. Hier, rappelez-vous, il a fallu taper toute la journée sur Bitcoin à attendre pour avoir le petit retracement, prendre son TP. D'ailleurs, je l'ai pris tout en haut, je ne suis pas mécontent. Et puis, bah voilà, j'ai pris mon TP1 et je me suis fait dégommer tout le reste. Voilà. Puisque ça a chuté derrière en ligne droite et je me suis fait stopper au bottom. Donc, pire, hier, j'ai rien gagné, puisque j'ai juste payé mon stop et le stop, je me le suis fait chasser. Donc, en fait, hier, j'ai passé toute la journée à poireauter pour rien. Mais en fait, ne pas perdre, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà très bien. Et ça, il faut que vous appreniez à le comprendre. D'accord? Ne pas perdre, en tout cas limiter ses probabilités de perte, c'est tout ça. C'est sur ça que ça fonctionne. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, je sais qu'il y en a plein qui ont du mal à comprendre, et à chaque fois que je vous fais
parler de cet aspect statistique, vous me sortez tous le même truc. Et vous me dites tous, oui mais Phil, c'est débile ton histoire du jeter de dés là, et de dire quand on a fait 6 fois le 6 de suite, ça n'empêche absolument pas de le faire une 7e fois. Non, mais le seul truc c'est que dans une répartition normale, d'accord, c'est-à-dire dans une vision purement statistique du marché, et encore une fois, je vous dis, les opérateurs de marché voient surtout le marché sous cette forme-là, donc vous avez plutôt intérêt à voir comme eux, c'est de dire, ok, quand vous avez fait 6 fois 6 de suite, vous êtes plutôt par là, plus que là, sur une gestion statistique. Ouais, si, ça peut très bien aller jusqu'à 12, 13, il n'y a aucun problème. Voilà, la question c'est jusqu'à combien vous êtes prêt à tolérer et quel est le risque que vous êtes prêt à prendre pour supporter derrière le retour à la normale. D'accord? Donc ça, encore une fois, alors d'ailleurs, je vous le dis, là, il y a une série qui est en train d'être faite sur la chaîne Eureka, là, que vous connaissez normalement, je pense, j'espère, pour la plupart d'entre vous, chaîne YouTube absolument géniale. Et donc voilà, là justement, en plus, il vous fait une série, donc je crois qu'il a appelé ça Wall Street, je sais plus quoi, Wall Street Stories ou un truc comme ça, l'échec des génies. Ben voilà, il vous explique très bien cette formation gaussienne, qui est donc comment fonctionne une grande partie de la finance spéculative, et de dire j'exploite les mêmes règles, hein, exactement les mêmes règles, alors sous des formes différentes, chacun derrière finit avec sa propre stratégie, hein. Mais le principe est de dire c'est ça, tant que de toute façon votre stratégie ne vise pas à chercher des occurrences rares pour remettre à la normale, vous n'exploitez pas ce que moi j'essaye de vous apprendre, c'est-à-dire l'avantage statistique. Maintenant, il y a plein d'autres mecs qui vont vous apprendre d'autres stratégies, qui ne sont peut-être pas basées sur l'avantage statistique, mais je ne sais pas dans ce cas-là sur quoi elles sont basées. Moi en tout cas, c'est la seule façon que j'ai trouvée de lutter contre l'incertitude de manière active, c'est de dire j'en sais rien, mais la seule chose que je sais, c'est que statistiquement parlant, plus j'applique cette règle, plus on revient à la normale. Et voilà. Il y a des cas très rares où évidemment on n'y va pas, c'est pas grave, voilà. Mais normalement la plupart du temps ça fonctionne bien. Et évidemment, quelle est l'erreur à ne pas commettre sur ces stratégies-là? C'est de dire ok, je suis rentré là, j'ai autorisé jusque-là, et puis je décide d'enlever le stop. Voilà. Et puis à ce moment-là, vous prenez le point extrême, le truc qui arrive 0,1% du temps, et à ce moment-là, vous dites au revoir à 20% ou 30% de votre capital, voire tout votre capital si vous avez mis du levier en plus sur des trucs pareils. Donc voilà, et c'est ces trucs-là qu'il faut éviter. D'accord? De dire que quoi qu'il arrive, le point extrême peut tout à fait se produire. Il se produira très rarement, mais il peut tout à fait se produire. Si à ce moment-là, vous luttez, vous rentrez sur des biais comme ça, de lutte avec le marché ou des trucs comme ça, vous supprimez les stop-loss, voilà, vous êtes juste cuit. Voilà. Ok? La gestion du risque se fait toujours sous des règles très strictes. C'est de dire que si vous avez eu tort, objectivement parlant, ça doit se voir. Voilà. Allez, comment lutter maintenant activement, d'accord? Donc on a dit pour l'impatience, c'est malheureusement les alertes. Il n'y a pas 50 choix, c'est de dire, si là vous jugez que le prix n'est pas intéressant, soit vous allez en 15 minutes, vous prenez des signaux plus agressifs, d'accord? Plus vous allez sur les petits time frames, plus c'est agressif, soit tout simplement vous dites, je suis patient. Voilà, ici, cette zone-là, c'est une zone temporaire qu'on va probablement taper en 15 minutes avant d'aller chercher la zone horaire intéressante. Et dans ce cas-là, vous dites, moi, je trade en horaire. Et j'attends, nom de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez mettre des alertes sur tout, c'est-à-dire que toutes les sorties de l'indicateur sont automatisables par le système d'alerte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire, en gros, ici, alors bon, j'ai envie d'avoir une alerte dès qu'on déborde le contexte par le bas, ce qui est théoriquement, là, le prochain objectif de prix intéressant. Ok? Voilà, vous foutez ça, vous dites BTC, BTC, cross, framework, vous cherchez la sortie. Voilà, ça vous l'avez appris, c'est écrit dans le PDF, donc voilà, le contexte de support, down pour la partie basse, et voilà. Là, vous avez une alerte et vous êtes alerté, et vous mettez voilà, votre truc, vous dites BTC, achat, intéressant, bas, clôture du gap, voilà, vous mettez un truc comme ça, je sais pas, peu importe, vous mettez votre merdier, et le principe est de dire, là, tant que les prix vont pas taper ici, vous ne serez pas alerté. Donc, est-ce que ça vaut l'intérêt de regarder pour attendre, de voir le moment où le gros chandelier baissier va arriver? Qu'est-ce que ça change, rationnellement parlant, à votre pratique du trading? Rien du tout. Le gros chandelier baissier, ça fait parler les glands sur les réseaux, ça fait tweeter, ça fait ceci, ça fait cela, ça génère des émotions, c'est fantastique. Mais est-ce que ça vous génère une opportunité de trading? Pas forcément. La seule chose ici qui génère une opportunité de trading, c'est d'arriver là. Comment on arrive là? On s'en fout en réalité. Alors, on s'en fout pas, ce sera important, mais ce sera important quand on sera là. D'accord? Parce que ici, c'est la façon dont on sera arrivé qui va conditionner tel et tel signal et des trucs comme ça. Mais ça, c'est les outils qu'ils font pour vous. Ou alors, vous n'utilisez pas mes trucs et vous connaissez vos propres patterns et vous allez étudier la façon avec laquelle le prix est arrivé sur votre zone de spéculation. Mais d'abord, vous attendez qu'on y arrive.
Si vous regardez avant en vous disant on va aller là, du coup je regarde, c'est intéressant, c'est important, non, on s'en fout. Tout ce qui se passe là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est quand on sera là et de regarder effectivement ce qui s'était passé, mais a posteriori, avec un regard froid. Et surtout, au lieu d'avoir regardé des chandeliers en temps réel et d'avoir poireauté un temps infini à regarder des graphiques, bah, vous avez évité toutes les biais d'impatience qui génèrent de l'incertitude, qui génèrent du stress, qui génèrent des prises de position irrationnelles. Lutter contre l'impatience, c'est la base de ce qui génère le plus d'incertitude. La deuxième chose qui permet de finir, d'achever l'incertitude, c'est l'apprentissage de la gestion du risque. Et ça, malheureusement, ça ne se fait qu'après 2 étapes techniques hyper importantes, l'apprentissage d'une stratégie, la maîtrise de ses règles, et après, la gestion du risque. D'accord ? L'incertitude, elle ne meurt que comme ça, en tuant toute interprétation de prix inutile. Pour lutter contre l'impatience, vous utilisez des alertes. C'est la meilleure et la plus efficace des façons de faire. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Les gens qui tradent que au doigt mouillé sans alerte, ça n'existe plus. Donc tout le monde met des alertes, mettez des alertes. C'est comme ça qu'on lutte contre l'impatience. L'impatience est la première source d'incertitude dans le marché, puisque plus vous regardez quelque chose qui fait partie de chaos, de la zone chaotique, plus évidemment vous êtes confronté à un niveau d'incertitude élevé, plus ça génère un stress élevé. Donc luttez contre cette impatience en premier lieu en apprenant à utiliser un système d'alerte corroboré à votre application de la stratégie. Donc, étape numéro 1, apprendre la stratégie, apprendre à maîtriser le système d'alerte pour supprimer tous les biais d'impatience qui sont liés au fait de regarder des graphiques. D'accord ? Comme je vous dis souvent, un graphique, si vous y passez plus de 5 minutes, c'est pas bon. Alors, comme vous êtes débutant, vous avez peut-être besoin de relire 2-3 règles du PDF pendant que vous faites vos analyses. Allez, 10 minutes, grand max. Plus de 10 minutes sur un graphique, ça sert à rien. On est d'accord ? Derrière, une fois que vous arrivez à appliquer la stratégie, que vous arrivez à filtrer bien vos prix et à attendre patiemment vos zones d'intervention, vous allez pratiquer, pour en fait mentalement arriver à percevoir cette courbe de Gauss. Réellement parlant, vous ne la percevez pas. Encore une fois, comme je vous dis, vous ne pouvez voir cet aspect statistique au lancer de dés que si vous lancez le dé 1000 fois. Et bien c'est pareil en trading. Vous ne pourrez pas piter l'aspect statistique dont je vous parle si vous n'êtes pas foutu de trader 1000 fois. Et pour ça, il faut se mettre les doigts dans le cambouis. Il faut y aller, il faut trader. Alors il faut commettre des erreurs, il ne faut pas être tétanisé à chaque fois que vous prenez un trade. La seule chose derrière qui agit très rapidement sur le niveau d'incertitude, c'est le levier. Donc pourquoi je vous apprends à trader levier microscopique au début ? C'est tout simplement parce que quoi qu'il arrive, ça agit mécaniquement sur le niveau de stress que vous ressentez lié à l'incertitude. Donc, baisser les leviers, ça évite le stress, ça évite de générer des stress irrationnels. Donc voilà, vous avancez dans le bon sens. Donc pas de levier, apprendre une stratégie. Tant que vous apprenez pas et que vous ne maîtrisez pas la stratégie, le levier, c'est même pas la peine d'y penser. Vous n'êtes même pas encore là pour faire de l'argent. À ce stade-là, vous essayez d'apprendre une stratégie. C'est qu'au bout d'un an, vous allez commencer à vous dire, bon, peut-être je peux commencer à réfléchir à faire un peu d'argent dans les marchés. Un an, vous vous rendez compte du temps que ça représente en réalité ? C'est que ça paraît à la fois court et long. Et encore, c'est pour les plus rapides d'entre vous. Mais au bout d'un an, vous commencez doucement à percevoir cette gestion du risque. Et à ce moment-là, est-ce qu'on met du levier ? On peut commencer à s'exposer. De là mettre du levier, non. Mais c'est de dire, avant ça, en tout cas pendant toute la phase d'apprentissage de la stratégie, l'objectif est de trader. Donc il faut trader le plus possible. Donc il vaut mieux trader avec les montants les plus faibles possibles. Le levier au minimum. C'est pas de dire on met un levier moyen. C'est de dire on fout le levier le plus bas possible sur la plus petite taille de contrat que vous pouvez exploiter. Et évidemment, il faut que ça ressente quelque chose. Si vous tradez non plus avec 1 centime, ça ne représentera rien du tout. Il faut que le trade représente un impact émotionnel qui soit limité pour ne pas générer un stress irrationnel. Et évidemment, vous concentrez sur la pratique de votre stratégie. Ensuite, gestion du risque. Et à ce stade-là, vous verrez que ces 2 biais naturels de débutant auront disparu. Et en fait, quand vous vous dites « c'est bon, j'ai compris ma stratégie technique », non, vous avez en général compris un cadre technique. Et la chose que vous n'avez pas compris en réalité, c'est que ce n'est pas la psychologie qui va résoudre vos problèmes d'impatience et vos problèmes d'incertitude. Ces problèmes-là, ils sont réglés par l'apprentissage d'une stratégie. Et pas par la psychologie. La psychologie, c'est autre chose. La psychologie, c'est la résilience. C'est comment vous allez lutter contre un marché qui, objectivement, vous montre que vous avez tort. Et quel niveau de lutte est acceptable. C'est ça, la psychologie. Et ça, on en parlera dans une autre émission. Ça, c'est donc la psychologie. Comment et à quel niveau on accepte la gestion du risque. La gestion du risque n'est pas quelque chose de figé.
Pour vous, au départ, ça va l'être. D'accord ? Donc là, je prépare déjà le terrain d'une prochaine émission qu'on fera sur les vrais aspects psychologiques, d'accord ? Mais pas ceux que vous devez apprendre tant que vous apprenez et que vous n'avez pas encore pigé la gestion du risque. D'accord ? Biais d'incertitude et d'impatience, ça se détruit avec l'apprentissage de la gestion du risque à ce stade-là. Après, vous commencez à faire de la psycho. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et la psychologie traite de biais totalement différents. Ce sont les biais naturels liés à vos instincts, ce dont on a parlé. La lutte, la fuite, le déni et ces trucs-là. C'est ça, lutter contre la psychologie. C'est cette étape-là qui vient ensuite. Et c'est celle-là que vous mettrez des années à régler. Et c'est une fois que vous aurez réglé celle-là que vous serez beaucoup plus efficient dans les marchés. Mais ne mélangez pas impatience et incertitude avec déni, lutte et fuite. Ces schémas-là, eux, sont des schémas ancrés dans votre personne et ils sont uniques à chaque personne. Vous n'en avez que l'un des trois. Personne n'est à la fois fuite et déni. Tout le monde a une méthode de fuite et ça, on en parlera, j'espère, avec Caro qui viendra vous l'expliquer peut-être un jour. Ou sinon, je reprendrai ses travaux et je vous ferai une synthèse. Mais voilà, ce sont les trois biais personnels et uniques à chaque personne de lutter contre un stress. Et ça, malheureusement, l'incertitude, c'est la plus grande source de stress, mais il n'y a pas que ça. D'accord ? Quand un trade ne va pas bien se passer, ça va générer du stress. C'est ce stress-là qu'on apprendra à gérer en psychologie. Rien à voir avec le biais d'incertitude. Ce biais-là, il est naturel et tout le monde y est soumis. Que vous soyez avec des biais de fuite, ou des biais de déni ou des biais de lutte, derrière, tout le monde est soumis au stress de l'incertitude et au stress de l'impatience. Donc, celui-là, on le traite de manière spécifique dans l'apprentissage de la stratégie. Le reste, on s'en occupe après, sur des cas spécifiques. Chacun aura son biais à corriger selon certaines méthodes. Je pourrais vous aider à travailler les biais que j'ai connus personnellement. Je pourrais essayer de vous donner des pistes de travail sur ceux que je ne connais pas, par rapport au travail qu'avait fait Caro, mais je ne peux pas non plus vous parler d'un truc que je n'ai pas vécu moi-même. Voilà. Donc, moi, je pourrais vous apprendre à lier les biais à travailler les biais de lutte. Moi, j'étais clairement en lutte avec le marché à l'époque. J'ai appris justement à travailler ma psychologie pour ne plus lutter. Ou en tout cas, lutter de manière rationnelle, avec une gestion du risque et une limite à cette lutte. Bref, tout ça, ce sera le sujet d'une prochaine émission. 56 minutes, donc évidemment, encore une fois, je vous ai fait un truc d'une heure. Et ça me surprend guère. Voilà. Allez, je vous dis donc à bientôt, pas demain, ou peut-être demain je ferai comme aujourd'hui, comme hier, à savoir j'irai faire un scalping sur le Bitcoin et je vous ferai le résumé de ma journée via un enregistrement. En temps réel, je m'enregistre alors que je trade et alors qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Comme ça, vous voyez en réalité que la plupart du temps, je fais que réajuster des zones ou des trucs comme ça et que les actions en réalité sont très 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 peu nombreuses. Bref, à bientôt!